Alors, la dernière fois, nous avons démarré par la définition de la gestion des ressources humaines, par la définition des concepts, la définition un peu, on va dire, de la source relative aux modalités de fonctionnement de l'action et de la fonction ressources humaines au niveau de l'entreprise, de son importance, eu égard aux problèmes aujourd'hui de concurrence, de la compétitivité des entreprises. Et nous avons défini la fonction ressources humaines sur deux aspects. Nous avons défini la fonction selon un aspect opérationnel, c'est-à-dire quelles sont les actions que nous menons en tant que responsables ressources humaines pour pouvoir gérer les hommes au niveau de l'entreprise. Et sur un aspect stratégique, c'est un peu la vision d'en haut de la fonction ressources humaines, où nous avons défini les ressources humaines comme étant on va dire, fonction. Ah, alors là, on m'a dit que vous ne voyez pas, c'est ça. Vous n'arrivez pas à voir? C'est très bien Est-ce que maintenant. vous ne voyez pas l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, Oui, on voit madame. l'écran, Oui. mais c'est pas en mode On voit l'écran, présentation. mais On arrive à c'est voir juste. vos diapositives. Ah oui, mais le problème, c'est que quand on met diapo totalement, je Non, non, n'arrive pas à voir votre... On voit. C'est bon maintenant? Hein, oui, c'est maintenant, parfait c'est comme bon, ça. oui. Parfait, parfait. Ok, alors vous fermez vos micros, comme ça, on ne dérange pas le son. Fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà, donc j'étais en train de dire que nous avons défini la fonction ressources humaines sur deux aspects, l'aspect opérationnel et l'aspect stratégique. Et donc là, on va faire un peu la suite. Nous sommes toujours dans le contexte et des facteurs qui influencent sur la fonction des ressources humaines au niveau de l'entreprise. Et donc, on arrive à l'aspect relatif aux facteurs environnementaux qui interagissent avec la fonction et qui influent d'une manière ou d'une autre sur la mise en place de la fonction ressources humaines au niveau de l'entreprise. Alors, nous avons deux facteurs principaux qui sont les facteurs environnement externe et l'environnement interne. Alors, quand on parle de l'environnement externe, comme vous le savez très bien, il s'agit de l'environnement subi. Alors, quand on dit subi, ça veut dire que c'est un environnement que nous n'avons pas choisi. C'est un environnement qui nous dépasse. Et donc, on doit composer avec. Et on doit fonctionner avec cet environnement pour pouvoir le supporter. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on travaille sur cet aspect de l'environnement externe, on est amené à étudier un ensemble d'éléments. Premier élément, c'est d'abord le facteur économique. Alors, quand on parle du facteur économique, ici, c'est essentiellement tout ce qui est relatif aux actions, aux grandeurs économiques. Et donc là, on va trouver tout ce qui est phénomène de croissance, de crise, d'inflation, en fait, tout ce qui peut arriver au niveau du fonctionnement économique d'un pays peut bien sûr interagir d'une manière ou d'une autre avec la fonction ressources humaines. L'exemple le plus flagrant, c'est celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez vu la crise économique qui a été à l'origine, bien sûr, en amont d'une crise sanitaire, se retrouve aujourd'hui avec un problème de problématiques liées à l'aspect ressources humaines. Alors, en fait, quand on parle de ressources humaines ici, c'est tout simplement les responsables ressources humaines se retrouvent en situation de licenciement, de reconfiguration de l'aspect social de l'entreprise, de problématiques de gel des salaires ou de réduction des salaires, etc. Et donc, vous voyez comment un facteur économique, que ce soit en temps de crise ou d'inflation ou autre, peut influencer le fonctionnement des ressources humaines. Bien sûr, quand il s'agit
de problèmes relatifs à la crise, automatiquement, c'est des licenciements. Et donc, le premier qui est interpellé, c'est le responsable ressources humaines. Alors maintenant, on peut voir le côté inverse, c'est-à-dire quand il y a une croissance économique. Alors, quand il y a une croissance économique, au contraire, nous recrutons, nous arrivons à pouvoir augmenter les salaires, nous arrivons à distribuer les bénéfices de l'entreprise et donc fait que finalement, il y a vraiment une très forte corrélation entre le facteur économique et la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Deuxième type de facteur qu'on peut trouver dans l'environnement externe, c'est le facteur socio-culturel. Alors, socio-culturel, ici, c'est essentiellement tout ce qui est relatif aux habitudes, d'accord, aux coutumes, aux traditions, à la culture d'un pays. Et donc, on ne peut pas, en tant que ressources humaines, ignorer l'aspect culturel. D'ailleurs, il y a toute une discipline que les RH devraient normalement intégrer, c'est le management culturel ou interculturel. Alors, il y a d'abord la culture du pays en question où l'entreprise existe, mais il y a aussi la culture internationale dans la mesure où des fois, quand on est dans une multinationale, nous avons plusieurs individus avec des nationalités différentes et avec des cultures différentes que nous devrions intégrer et prendre en considération dans notre dynamique de gestion des ressources humaines. Et donc, le côté socioculturel, il est très, très important à respecter. Et bien sûr, il influence énormément sur les pratiques au niveau de la gestion des ressources humaines. Alors, on peut prendre aussi comme l'exemple du ramadan, des habitudes que nous avons, du mode de jeûne. Donc, les entreprises, même si elles peuvent être des entreprises multinationales, elles ne peuvent pas ignorer que, par exemple, au Maroc, on est en plein mois de ramadan, donc il y a des horaires qu'on devrait changer, adapter en fonction de la situation du pays en question. Alors, troisième facteur que vous avez devant vous, c'est le facteur politico-juridique. Ici, donc, c'est tout ce qui est législation. Et là, spécialement, quand on parle des ressources humaines, c'est la législation du travail. Donc, c'est tout ce qui est relatif au droit de travail, au droit social, au respect, bien sûr, des prérogatives de l'emploi. Et donc, ça, c'est tout ce qui est facteur juridique et bien sûr qui interagissent avec des aspects politiques. Et ce qui est relatif aux facteurs technologiques, ici, c'est spécialement, bien sûr, le progrès technologique. Et aujourd'hui, nous assistons réellement à on peut même dire une bouleversante technologique. Nous sommes à une révolution de digitalisation de la fonction RH dans toutes ses formes. D'abord, on parle du télétravail. Ensuite, nous avons également l'utilisation de toutes les fonctionnalités ressources humaines à travers un système d'information ressources humaines et on va de plus en plus la tendance vers la dématérialisation de la fonction ressources humaines. C'est-à-dire, on va beaucoup plus utiliser des outils du digital pour pouvoir gérer les hommes au niveau de l'entreprise à travers un bon système d'information aux ressources humaines. Et donc, on ne peut pas continuer à travailler avec des stylos et du papier et d'une manière classique ou archaïque en matière de fonctionnement, même dans l'aspect relatif à la gestion administrative du personnel, du moment que nous avons aujourd'hui des logiciels très bien adaptés pour pouvoir assurer la fonction. On a des outils, on commence à parler du e-recrutement, on commence à parler du e-learning, de e-formation et donc le digital, il en est un peu partout comme c'est le cas un peu dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et avec cette expérience aujourd'hui du Covid, les choses se sont précipitées et on a vraiment été lancé, quel que soit le niveau, quelle que soit la maturité de l'entreprise dans le système, à se lancer dans ce facteur technologique. Donc voilà un peu l'ensemble des facteurs environnementaux qui influent sur la fonction ou la mise en place de la fonction ressources humaines au niveau de l'entreprise. Je rappelle que ces facteurs sont des facteurs subis, c'est-à-dire on n'a pas trop le choix, on doit composer avec ces facteurs pour qu'on puisse fonctionner au niveau de l'environnement de l'entreprise. Tout à fait, il faut s'adapter. Quand on est dans ces situations pareilles,
on a besoin de s'adapter. Alors, j'ai une question ici concernant le facteur socio-culturel. Bon, la question est partie. Je vais aller au chat pour voir. Concernant le facteur socio-culturel, est-ce que le management culturel signifie le management des connaissances des salariés? Non, ça n'a rien à voir, hein. Le management des connaissances, c'est le knowledge management, c'est autre chose, c'est le management du savoir, c'est la capitalisation sur le capital connaissance des salariés de l'entreprise. Non, quand on parle du management culturel, c'est justement le management de la culture de tout un chacun au niveau de l'organisation. Et généralement, il s'agit du management interculturel parce que il y a la culture du pays en question, comme on dit, on va donner l'exemple, si on a une multinationale au Maroc, elle peut avoir des Marocains en globalité, mais elle peut également avoir d'autres nationalités, peut-être des Français, des Allemands, des Américains ou autres, des Chinois, je ne sais pas. Et donc, il faut absolument que celui qui opère dans la gestion des ressources humaines d'intégrer la culture des autres nationalités, de prendre en considération et de pouvoir créer une certaine synergie entre ces cultures pour qu'il n'y ait pas de friction, pour qu'il n'y ait pas de problèmes et de conflits sociaux au niveau de l'entreprise. C'est pour ça qu'on est amené à faire ça. Voilà. Alors, quand on termine avec l'environnement externe, on va aller à l'environnement interne. Alors, comme on a dit, l'environnement externe, il est subi, il faut s'adapter, c'est quelque chose avec laquelle on devrait composer. L'environnement interne, c'est plutôt un environnement choisi. Donc, ce n'est pas subi. Et donc, dans cet environnement-là, nous avons plusieurs facteurs également qui influencent. Alors, d'abord, nous avons les orientations générales de la direction, c'est-à-dire le mode de management au niveau de l'entreprise, le mode stratégique de l'entreprise, les caractéristiques générales de l'entreprise, le style de direction. On parle de direction générale, le style de direction. Vous savez qu'il y a plusieurs types de styles de direction. Il y a le style autoritaire, il y a le style démocratique, il y a le style paternel plutôt, il y a le laisser-faire, il y a plusieurs modes de style de leadership qui fonctionnent au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est en fonction du choix, bien sûr, de la direction générale et des orientations globales de l'entreprise. Ensuite, nous avons la culture de l'entreprise. Vous voyez ici, donc, c'est différent. Tout à l'heure, on parlait du socio-culturel et qui est beaucoup plus lié aux individus. Là, c'est beaucoup plus la culture de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire quelles sont les habitudes que nous avons pris et que nous avons construit dans cette entreprise en matière de comportement, en matière de tradition, on va dire, de l'entreprise. Je donne un exemple. Il y a des entreprises, par exemple, qui sont très à l'aise avec le type et le mode d'habillement de leurs salariés. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exigence en termes d'habillement, par exemple. On peut venir avec un jean, on peut venir avec un t-shirt, on peut faire ce qu'on veut. Les femmes peuvent venir avec un jean là-bas, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que ça, dans la culture de l'entreprise, on va rentrer, on va trouver tout le monde. Chacun s'habille à sa guise, à sa manière. Peu importe, on s'en fout. Ça, c'est un mode de culture. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont dans leur mode de culture de rentrer à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de souci, peut-être de s'absenter, il n'y a pas de souci, mais on est beaucoup plus dans cette entreprise derrière le rendement, derrière les objectifs, etc. Et donc, il y a une certaine flexibilité. Donc, du coup, tous ceux qui rentrent dans l'entreprise, finalement, ils rentrent avec le même mode de fonctionnement et ils ont l'habitude de fonctionner de la sorte. Alors maintenant, il y a des entreprises au contraire qui sont très titillantes sur l'heure. C'est-à-dire, vous devez absolument pointer à l'heure pile au niveau du travail, 8 heures pile. Si jamais vous tardez juste 5 minutes, on va vous la compter dans les retards, on va vous l'accumuler et par la suite peut-être vous enlever de votre salaire. Il y a aussi le mode d'habillement. On n'accepte pas du tout des gens qui viennent avec des jeans ou par exemple des hommes qui viennent sans cravate, etc. Et donc, en fait, c'est une culture qui s'installe. Et puis, il y a aussi d'autres éléments de culture comme le comportement avec les salariés, comme par exemple appeler par les noms, appeler par les prénoms, etc. En fait, chaque entreprise a sa propre culture qui fait que finalement,
c'est la culture d'entreprise qui va finalement continuer et qui est finalement un mélange de culture de l'ensemble des individus, mais qui s'est construit avec le temps. Oui, alors j'ai quelqu'un qui a demandé la parole, Hicham Gardawi. Oui, vas-y. Vas-y, Hicham. Bon, moi, j'écoute rien, alors je vais avancer. Donc là, on a deux. On a l'environnement externe et l'environnement interne qui influencent énormément sur la mise en place et les pratiques de gestion des ressources humaines. Voilà. Alors maintenant, on va avancer et donc, on va voir les autres facteurs également qui influencent. Bon, ces deux facteurs, on les a vus. Alors, il y a l'évolution démographique. Alors, quand on parle de l'évolution démographique, ici, vous avez la forte croissance de la population active. Alors là, vous avez bien sûr beaucoup de jeunes et ces jeunes-là qui se retrouvent en situation, en principe prêts à être employés, mais qu'on n'arrive pas à employer justement parce qu'ils se retrouvent en situation de chômage et parce que justement, il y a une pénurie par rapport aux offres d'emploi. Il y a des fois des inadéquations entre l'offre d'emploi et la formation des individus, etc. En fait, pour plusieurs raisons. Donc, il y a le volet chômage, il y a le volet croissance de la population active. Deuxième point, c'est la hausse du taux d'emploi des femmes. Et là, je voudrais insister sur ces aspects-là par rapport au volet genre. Vous savez qu'aujourd'hui, des entreprises doivent absolument intégrer dans leur dimension de gestion des ressources humaines l'approche genre. C'est-à-dire, c'est une variable très importante à considérer et qui y insiste essentiellement sur l'intégration de la femme et surtout donner la même chance aux femmes et aux hommes au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une différence entre le recrutement des hommes et des femmes, l'affectation des postes et des emplois aux hommes et des femmes, la promotion aux hommes et des femmes, la rémunération et les salaires aux hommes des femmes. Il faut qu'on traite les choses à part égale, c'est-à-dire à compétence égale, que ce soit une femme ou un homme, ils ont le droit de bénéficier de tous les privilèges qu'il devrait y avoir au niveau de leur organisation et de toutes les chances qu'ils devraient normalement avoir et opportunités au niveau de leur organisation. Donc ça, c'est une deuxième aussi variable qui fait partie des éléments à prendre en considération par rapport aux facteurs environnementaux. Et vous savez que l'approche genre, elle a été mise en place dans plusieurs administrations publiques. Il y a eu beaucoup d'investissements qui a été fait également en termes associatifs pour pouvoir lutter contre les inégalités hommes-femmes au niveau du travail. Alors, troisième point, au niveau de l'évolution démographique, on assiste également au vieillissement de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va se retrouver devant la situation où il y a plusieurs personnes au niveau de l'entreprise qui sont pratiquement à la porte de la retraite et donc qui risquent de partir du jour au lendemain et qu'il faudra préparer la relève pour pouvoir assurer et continuer la marche de l'entreprise. Également, on assiste à la hausse du niveau de scolarité des travailleurs. C'est-à-dire, je vais juste donner un exemple clair, c'est que avant, par exemple, pour un poste d'assistanat ou de secrétariat avec un niveau de brevet ou bien un niveau baccalauréat, c'était possible. C'est-à-dire, il suffit que la personne sache bien écrire et lire, etc., et qu'elle a un minimum de bagages en termes d'enseignement, elle peut assurer ce genre de fonction. Aujourd'hui, on est beaucoup plus exigible par rapport au recrutement de ce genre de poste, par exemple, qui est juste un poste d'assistanat, parce que justement, là, il y a eu une hausse des niveaux de scolarité des travailleurs. Vous avez des salariés avec des diplômes de licence, avec des diplômes de master qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Et du coup, quand il y a une offre qui est quand même assez abondante en termes de diplômés, on va choisir beaucoup plus des gens, on va dire en termes de diplôme et de niveau beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus élevés
que des diplômes, on va dire, basiques ou bien standards. Et du coup, l'exigence, elle va remonter de plus en plus. En fait, c'est une bonne chose d'avoir la hausse de niveau de scolarité des travailleurs. C'est une très bonne chose pour le pays. Mais également, c'est un point qui démontre en fait une certaine exigibilité aujourd'hui en matière d'emploi et on commence à devenir beaucoup plus exigeant sur les diplômes, sur le niveau de diplôme en question, le niveau de formation en question. Et c'est pour ça que même des fois pour des postes basiques standards, par exemple, un poste de quelqu'un, un agent de sécurité ou bien un agent d'entretien ou autre, on va commencer à demander au moins, par exemple, un niveau bac, et des fois même un bac plus 2, etc. Ça dépend de l'entreprise et de son niveau d'exigence. Voilà donc pour l'évolution du facteur euh, démographique. Alors, on arrive maintenant à l'évolution de cette fonction et en fait à la reconfiguration de la fonction ressources humaines à travers une nouvelle approche à partir des années 2000. Donc, là, vraiment, écoutez-moi bien, il y a de nouvelles notions qu'on commence à attribuer à la fonction ressources humaines. Donc, nous avons, premier point, le DRH, il commence à intégrer la dimension business. Et donc, on commence à parler de responsable ressources humaines en tant que partenaire d'affaires. Alors, quand on dit partenaire d'affaires, ça veut dire quoi, partenaire d'affaires? Eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'il doit intégrer la dimension business dans la gestion des hommes au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que le DRH, il commence à avoir la préoccupation des managers. C'est que le DRH, il commence à être une partie intégrante de la gestion stratégique de l'entreprise. Le DRH, il devient un partenaire pour le progrès économique de l'entreprise, pour la rentabilité de l'entreprise, pour la création de la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Et donc, cette dimension business, elle est nouvelle et aujourd'hui, elle devient une partie intégrante au niveau des fonctionnalités du responsable ressources humaines. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que la fonction RH, elle devient une fonction stratégique. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des DRH intègrent le comité de direction. La plupart des DRH font partie du conseil de l'administration ou du conseil stratégique de l'entreprise ou bien du comité exécutif parce que cette dimension business, elle est très importante. Et aussi, le DRH, il commence à être incriminé sur la rentabilité de l'entreprise, sur le rendement dans l'entreprise. Avant, le DRH, il était beaucoup plus responsable du volet administratif du personnel. Il était beaucoup plus responsable de la présence des salariés, du suivi des salariés, à la rigueur du pointage des salariés. Aujourd'hui, ça va au-delà. Aujourd'hui, on le responsabilise sur la valeur ajoutée, sur la productivité, sur la dimension économique de l'entreprise. Et donc, finalement, s'il ne fait pas du bon recrutement, finalement, s'il ne fait pas un bon suivi du rendement du personnel, finalement, s'il n'optimise pas la fonction RH et les charges sociales, il ne partage pas la dimension business qu'il devrait partager au niveau de l'entreprise et il ne garantit pas la rentabilité économique de l'entreprise. Donc voilà aujourd'hui la nouvelle approche et tendance en matière de gestion des ressources humaines. Deuxième point par rapport à cela, nous avons l'apparition de la notion du capital humain et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui capital social humain, hein, capital humain ou capital social humain. Alors, quand on parle du capital humain, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise devrait capitaliser sur le personnel dont elle dispose. Elle devrait assurer au maximum de la fidélisation de son personnel et elle devrait en fait augmenter et fructifier ce capital en termes de compétences. Et également, on bascule vers la notion de coach manager, c'est-à-dire dans la fonction de la gestion des hommes aujourd'hui, on n'est plus dans l'esprit de jouer le patron, de donner des ordres seulement quand on est chef ou quand on est manager dans une entreprise. Au contraire, on doit être beaucoup plus
coach manager. Alors, quand on dit coach manager, c'est-à-dire il faut qu'on soit un accompagnateur des salariés. Il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir suivre les salariés et de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de l'entreprise. Et donc, quand les salariés arrivent à atteindre les objectifs de l'entreprise, ça nous permet de pouvoir, en tant que manager, d'atteindre également nos objectifs. Donc, les deux notions de base à prendre en considération qui font partie aujourd'hui de la nouvelle conception et de la nouvelle approche de la fonction ressources humaines dans l'entreprise à l'ère des années 2000. D'abord, la dimension business partner. Donc, le RH devient un business partner. Alors, en anglais, en français, c'est un partenaire d'affaires. Et donc, il devient garant de la rentabilité, de la productivité, de la valeur ajoutée de l'entreprise et en même temps, la notion du capital humain parce qu'on ne veut plus réduire la fonction ou bien les ressources humaines, comme le nom l'indique, comme étant une simple ressource. Au contraire, on veut que ça devienne un capital. Et donc, quand on dit ressources, des fois, ça peut aller vers un sens beaucoup plus, on va dire, péjoratif. Ça veut dire que ça réduit un peu le personnel de l'entreprise à des outils, à des moyens, alors qu'il s'agit plutôt d'un capital et d'un capital qu'il faut absolument conserver, développer et fructifier. Voilà pour la partie relative à cet aspect de la nouvelle approche de la fonction. Alors maintenant, on arrive à l'aspect relatif aux enjeux et aux intervenants au niveau de la fonction ressources humaines. Alors donc, quand on va voir quels sont les grands intervenants, on va dire en fait, parce qu'il y a plusieurs intervenants, mais si on veut prendre les intervenants clés au niveau de la fonction, en premier lieu, on va parler des salariés. Donc, les salariés de l'entreprise, ce sont en fait les intervenants, on va dire, phares, les intervenants principaux qui interagissent avec la fonction. Et donc, on va voir quelles sont les attentes des salariés de la fonction ressources humaines. Moi, en tant que salarié, qu'est-ce que j'attends d'une direction de ressources humaines? Qu'est-ce que j'attends de pouvoir avoir au niveau de mon entreprise en termes de statut, en termes de fonctionnement, etc. Donc, le premier point qui est recherché par les salariés dans l'entreprise et essentiellement de la fonction ressources humaines, c'est d'abord l'équité. Alors, quand on dit l'équité, ça veut dire quoi pour vous? Quand vous entendez l'équité, c'est quoi? Quand on dit un salarié, il recherche l'équité. Ça veut dire quoi l'équité? L'égalité. Bon, alors on va dire beaucoup plus l'égalité des chances, parce que l'équité, c'est pas forcément l'égalité. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi que c'est pas forcément l'égalité. Le respect. Bon, l'équité, c'est pas la rentabilité. Hein? La rentabilité, c'est autre chose, c'est dans les facteurs économiques. La justice, oui. Oui, plutôt de la justice. Alors, quand on parle de l'équité, en fait, je vais vous dire, c'est qu'il faut que, tout d'abord, que tous les salariés soient traités à part égale, qu'il n'y ait pas de différence et que de privilèges accordés à un salarié et pas à un autre. Premier point. Deuxième point, c'est d'équilibrer entre le ratio rétribution-contribution. Alors, quand on dit rétribution, ça veut dire quoi? C'est quoi la rétribution? C'est quoi pour vous la rétribution? Oui, Safa. La contrepartie. La contrepartie, oui. Bon, alors la contrepartie, mais je vais être beaucoup plus explicite. La paie, le paiement, les avantages, oui, le salaire, etc. En fait, quand on dit la rétribution, juste pour que vous, en fait, vous compreniez la chose beaucoup plus claire, la rétribution ne veut pas dire juste le salaire. D'accord? Sinon, j'aurais pu mettre rémunération et salaire.
Alors, quand on parle de rétribution, la rétribution, c'est un ensemble, c'est un package global. Dedans, on va trouver le salaire, d'accord? Donc, quand on dit la rétribution, c'est tout simplement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la contrepartie du service rendu, c'est la contrepartie du travail rendu. C'est-à-dire, à travail égal, salaire égal, mais pas rien que salaire égal. Il y a aussi motivation, il y a aussi reconnaissance, il y a aussi promotion, il y a aussi évolution dans l'entreprise. Donc, quand on dit rétribution, c'est-à-dire, c'est vraiment la contrepartie, y compris celle du salaire, qui équivaut à ce que j'ai pu contribuer comme travail dans cette entreprise. C'est justement l'échange, oui, tout à fait, l'échange d'un travail fourni. Et donc, l'échange d'un travail fourni ne veut pas dire tout simplement que le salaire, parce qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi la reconnaissance morale, matérielle. Il y a aussi la promotion, il y a aussi la motivation, il y a aussi la formation et le développement de compétences, etc. Et donc, l'équité, c'est essentiellement équilibré entre ce ratio de rétribution et de contribution. C'est-à-dire, combien j'ai contribué, je dois récupérer à part égale une rétribution. Et donc, il faut qu'on soit au niveau du salarié dans l'entreprise ou bien en tant que personnel de l'entreprise dans une relation win-win, c'est-à-dire dans une relation gagnant-gagnant avec nos managers. C'est-à-dire autant que je contribue, autant que je suis rétribuée et que je récupère la contrepartie correspondante à ce que j'ai fait comme effort et comme travail au niveau de l'entreprise. Donc, c'est ça l'équité. Vous voyez, l'équité, c'est pas juste une histoire d'égalité. Alors, je reviens à l'histoire de l'égalité. Quand on parle de l'égalité, on ne peut pas imaginer l'égalité des salaires, vous comprenez bien. Même que je couche prêt le même salaire avec le même niveau de paiement, parce que d'abord, on n'a pas le même niveau de formation, on n'a pas le même niveau d'expérience, on n'a pas le même niveau d'ancienneté, et on n'a pas le même niveau de poste, etc. Et on n'a pas le même niveau de performance, parce que des fois, même si on a le même poste, les mêmes attributions du poste, le même fonctionnement, même expérience, mais on n'a pas la même performance. Donc, au contraire, il faut que les salaires soient flexibles et ils s'adaptent en fonction de l'attribution de chacun et de la contribution de chacun au niveau de l'organisation. Et au contraire, je ne peux pas donner le même salaire à deux personnes qui sont dans le même service juste parce qu'ils sont dans le même service. Il faut absolument que quand je paye un salarié, il faut que je le paye en fonction de son niveau de contribution, de sa performance au niveau de l'organisation. Et donc, bien sûr, il faut qu'il y ait une grille salariale équitable pour qu'il n'y ait pas un déphasage entre les salaires, mais je dois permettre également une bonne partie variable qui va payer la performance, qui va rémunérer le degré d'implication du salarié, son investissement dans l'entreprise, etc. Par contre, bien sûr, il faut que si on voit dans la même grille salariale, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice et un grand écart en matière de salaire. Et donc, assurer au maximum une certaine équité salariale au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que je veux nuancer avec l'égalité. Pas d'égalité, parce que quand on dit égalité, c'est-à-dire égal à égal, c'est-à-dire c'est même rémunération. Chose au contraire, aujourd'hui, dans les tendances en matière de gestion des ressources humaines, on va plus vers ce qu'on appelle l'individualisation des salaires, que chacun a son salaire, pas qu'il y ait un salaire pour tous, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Ceci dit, ne veut pas dire, quand on parle d'individualisation des salaires, c'est de faire de la discrimination salariale et donner des salaires à la tête du client. Ça, par contre, c'est très mauvais et ça veut dire qu'il y a une certaine injustice sociale, injustice salariale. Alors, j'espère que vous avez compris ce sens et la différence entre cet esprit en termes d'égalité et d'équité par rapport à l'aspect ressources humaines. Alors, maintenant, on arrive au deuxième point, rechercher par rapport aux salariés. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de l'équité. Maintenant, l'employabilité. Alors, quand on dit l'employabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, en tant que salarié, quand je rentre dans une entreprise, je rentre avec un certain nombre de compétences et ces compétences que j'ai, soit je les ai à travers ma formation, soit à travers mon expérience,
me permettent de pouvoir accéder au poste et de travailler. Mais je dois justement garder ces compétences que j'ai aujourd'hui toujours valables et je dois toujours développer mes compétences pour que je puisse être toujours valable, que ce soit pour mon poste ou bien dans l'évolution de postes futurs que je pourrais occuper au niveau de l'entreprise. Donc, je ne peux pas stagner en termes de compétences. Une fois que je rentre avec un ensemble de compétences, je vais puiser toutes mes compétences et à un moment donné, je vais me sentir vidée, je vais me sentir dépassée et il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va venir avec un nouveau diplôme ou bien une nouvelle formation, je vais être recalée au niveau de l'entreprise. Justement, ce qui est demandé, et ça fait partie de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de garantir l'employabilité des salariés. Il ne faut pas que l'entreprise agisse d'une manière égoïste et elle s'approprie les compétences de son salarié et quand son sac de compétences il est vidé, elle le jette dehors ou bien elle le classe dans ce qu'on appelle la placard ou de garage où il est casé une fois pour toutes, où il commence à avoir au contraire de la déperdition des compétences. Il faut absolument justement garder les compétences et les développer parce que justement, tout à fait, on doit s'adapter aux nouvelles formes de travail, bravo, et on doit bien sûr avoir la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur, tout à fait. Bravo pour vos interventions, tout à fait. Donc, quand on parle de ça, c'est justement dans ce sens-là. C'est qu'il faut qu'on mette en place un plan de développement de compétences, un plan de formation qui va garantir toujours de mettre à jour les connaissances des salariés et de pouvoir les accompagner pendant toute leur marche au niveau de l'entreprise, ce qui leur permettrait de pouvoir rester employables et valables. Alors maintenant, que ce soit pour le poste en question qu'ils occupent ou bien pour d'autres postes futurs, ou même quand ils quittent l'entreprise, parce que assez souvent, qu'est-ce qui arrive? Les patrons d'entreprise, bon certains, hein, pas tous, heureusement, il y a des patrons qui vous disent que moi, si je forme mon salarié et je m'investis et je vais mettre de l'argent pour pouvoir le former, eh bien, tout simplement, je risque de m'investir dans quelqu'un qui demain va partir chez le concurrent ou bien dans une autre entreprise pour occuper un poste beaucoup plus important. Donc, tant mieux ne pas du tout le former, tant mieux ne pas s'investir. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais faire avec ce qu'il sait faire. Et puis, une fois qu'il n'est pas valable, soit je cherche à le virer, soit je vais le caser quelque part. Mais c'est un faux calcul, hein, parce que ce genre de patron ne calcule pas les coûts de la non-qualité. Parce que quand vous avez un salarié qui vous fait des dégâts, des bêtises dans l'entreprise, qui fait des erreurs monumentales, eh bien, tout simplement, à long terme, ça pèse sur l'entreprise et ça pèse sur la rentabilité et l'image de marque de l'entreprise. Et les coûts de la non-qualité sont beaucoup plus chers que le coût de la qualité. Donc, il est très important de garantir l'employabilité. Bon, maintenant, aujourd'hui, dans les dispositifs de RSE, ce qu'on appelle RSE, c'est responsabilité sociale de l'entreprise, il est impératif de garantir une certaine employabilité de ces salariés dans l'entreprise. Je vais caricaturer, avant de terminer avec ce diapo-là, je vais caricaturer en disant que vous savez que quand vous rentrez dans une entreprise, vous rentrez avec une étiquette sur le front et cette étiquette que vous avez sur le front fait que c'est une étiquette qui est posée ici au niveau du front et qui dit que vous avez une date de production des compétences et une date de péremption des compétences. C'est-à-dire, vous avez une durée limitée de la compétence que vous avez. Par exemple, vous êtes fraîchement diplômé, vous intégrez une entreprise en l'année 2000, en l'année 2003, si vous ne faites pas de formation entre-temps, si vous ne développez pas vos compétences, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, tout simplement, vous allez devenir, au sens propre du terme, même si c'est un sens figuré, périmé. Périmé, c'est-à-dire vous n'êtes plus valable pour le poste en question du moment que vous allez être complètement dépassé et vous ne pouvez pas être à jour par rapport aux connaissances exigibles et requises pour pouvoir effectuer le poste en question. Donc, voilà pourquoi il est impératif de garantir l'employabilité des salariés parce que les compétences évoluent. Les compétences sont des denrées périssables. C'est comme les sardines. Encore une fois, je vais caricaturer. C'est comme les tomates. Après une période donnée,
s'il n'y a pas d'entretien, elles finissent par devenir périmées une fois pour toutes. Oui, et j'ai une question ici. Est-ce que ça nécessite des formations? Oui, bien sûr. La formation, pratiquement, c'est la clé principale qui nous permet de pouvoir garantir toujours le maintien et la mise à niveau des compétences des salariés dans l'entreprise et qui nous permet de pouvoir toujours les garder à jour au niveau de l'entreprise. Alors, on arrive maintenant aux attentes de l'encadrement. Pardon. Tout à l'heure, on a parlé des attentes des salariés. Alors, dans les salariés, nous avons vu deux points essentiels en termes d'attente, c'est l'équité et l'employabilité. Là, on voit ce qu'on appelle les attentes de l'encadrement. Alors, l'encadrement, en fait, c'est tous les responsables de l'entreprise, c'est tous les managers au niveau de l'entreprise. Et donc là, on doit, en principe, voir quelles sont aujourd'hui les attentes de l'encadrement de la fonction ressources humaines. Alors, l'encadrement, il attend le partage de la vision d'abord, parce qu'il est très important de partager les objectifs stratégiques de l'entreprise, partager la vision de l'entreprise pour que tout le monde puisse s'imprégner de cette vision et puisse aller dans le même sens que la vision. Partage de savoir. Et entre autres, on a le volet formation dont on a parlé, mais aussi de l'information, c'est-à-dire d'être toujours informé. Partage de pouvoir. D'ailleurs, aussi, parmi les nouvelles approches en matière de gestion des ressources humaines, c'est que la fonction RH est une fonction partagée. Alors, quand on dit une fonction partagée, ça veut dire que, pas rien que le DRH, il est le seul responsable des ressources humaines dans l'entreprise. Tout manager, tout gestionnaire d'équipe, il est responsable de la marche de ses coéquipiers ou de la marche de son personnel au niveau de l'entreprise. Et que c'est vrai que le DRH, il a la responsabilité de mettre en place la politique ressources humaines, de faire son suivi, de mettre en place les outils RH à mettre en place, de mettre en place des indicateurs de gestion des ressources humaines, mais il n'est pas le seul responsable. Chaque manager d'équipe, il est responsable de son équipe et il a un rôle RH à jouer avec son équipe. Et donc, ça, c'est vraiment le partage de pouvoir. C'est très, très important. Alors, j'ai une question ici. Les compétences peuvent être périmées même avec les formations, avec les muscles. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on a dit que les compétences, ils ont une durée de vie limitée. Donc, il faut toujours maintenir à jour. Il y a des compétences qui se périment rapidement. Notamment tous ceux qui sont en contact avec la technologie, tous ceux qui sont en contact avec des contextes juridiques très évolutifs. Par exemple, les gens qui travaillent dans la fiscalité. Vous savez très bien que chaque année, la loi de finances change avec d'autres considérations fiscales à prendre en considération. Les gens qui travaillent dans la comptabilité, en fait, les gens qui sont dans les métiers du maritime, de l'aérien, etc. Alors, tout ça, ce sont des métiers, quand on est dans les métiers qui sont extrêmement évolutifs, automatiquement, oui, les compétences peuvent être périmées très rapidement, même si on fait des formations. Et c'est pour ça qu'on doit toujours maintenir des cycles de formation à jour, l'ensemble des connaissances et des compétences au niveau de l'entreprise. Alors maintenant, quelles sont les attentes des actionnaires? Les actionnaires, c'est ceux qui ont investi, qui ont mis l'argent dans l'entreprise. On va voir quelles sont aujourd'hui leurs attentes. Alors, les actionnaires s'accordent essentiellement sur l'importance de la réputation de leur entreprise, c'est-à-dire de leur image de marque. C'est de la performance financière, d'où d'ailleurs le marketing ressources humaines qu'on met en place au niveau de la fonction RH, dont on a parlé déjà un peu pour la dernière séance et auquel on va réserver tout un chapitre en entier, et l'évaluation des performances également, auquel nous allons réserver tout un chapitre entier à examiner au niveau de ce cours pour la fonction ressources humaines. Donc, quand on parle de l'image de marque, simplement, c'est que ce dont on a parlé la dernière fois, c'est la perception du consommateur et du client de cette entreprise. Quelle est l'image qu'on donne à l'entreprise? D'abord, en tant que client, mais aussi en tant que salarié, parce que quand on parle du marketing RH, c'est pouvoir attirer les meilleurs profils pour que les salariés qui intègrent l'entreprise soient fiers de faire partie de cette entreprise, de pouvoir les retenir aussi, parce qu'il y a des salariés qu'on peut intégrer, mais quand ils ne sont pas contents, ils finissent par démissionner et ils quittent l'entreprise, ou bien ils finissent par être démotivés, et également de développer la performance individuelle de chacun dans l'entreprise, justement pour garantir la performance financière, parce qu'il y a une liaison très forte. Aujourd'hui, il y a les salariés, ils ne sont pas performants,
il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de créativité, de productivité, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'investissement en termes du capital humain, automatiquement, on ne peut pas parler de performance financière, on ne peut pas parler de rentabilité, on ne peut pas parler de bénéfices. Et donc, il est très important de pouvoir s'investir en matière de capital humain pour garantir justement cette performance financière parce qu'elle est complètement liée. Alors, oui, les actionnaires ont pour objectif de conquérir les parts de marché dans une partie, oui, mais pas rien que ça. Ils veulent aussi travailler leur image parce qu'on l'a dit la dernière fois, aujourd'hui, l'élément humain, c'est un facteur compétitif. Ça leur donne un avantage concurrentiel, c'est-à-dire les entreprises qui ont un meilleur service après-vente, une meilleure gestion de la relation client, ils sont plus compétitifs et justement, ils peuvent acquérir des parts de marché beaucoup plus importantes que les concurrents. Dernier point, les clients. Alors, les clients, qu'est-ce qu'ils recherchent de l'entreprise? Tout simplement, c'est qu'elle adopte une approche client et qu'elle veille à satisfaire, bien sûr, leurs besoins et leurs préférences et donc d'adopter essentiellement ce qu'on appelle une approche de proximité client, vraiment de l'écoute client, de la disponibilité client et tout ça, ce qui est demandé au niveau des clients. Donc, vous avez vu un peu en gros les grands enjeux et intervenants de la fonction RH où nous avons listé les salariés, l'encadrement, les actionnaires et les clients et chacun, bien sûr, quelles sont ses attentes par rapport à la mise en place de cette fonction RH au niveau de l'entreprise. Alors maintenant, on va voir quels sont les objectifs visés. Bon, en synthèse, ce sera une synthèse globale de tout ce que nous venons de voir. Et c'est une synthèse qui sera pour nous un point de départ pour les chapitres qu'on sera amené à voir par la suite au niveau de ce cours. Donc, comme synthèse globale, nous pouvons dire que les objectifs visés par la gestion des ressources humaines sont de l'ordre de 3 types d'objectifs. Alors, premier objectif, ce sont les objectifs explicites. Alors, quand on dit les objectifs explicites des ressources humaines, ça veut dire tout simplement ce sont les objectifs directs. Ce sont les objectifs directement, on va dire, responsables de toute la marche et du fonctionnement ressources humaines au niveau de l'entreprise. Et donc, qu'il faut qu'un responsable ressources humaines puisse atteindre et assurer pour qu'il puisse accomplir convenablement sa mission. Et donc, quels sont les objectifs explicites justement d'un responsable ressources humaines? Premier point, c'est d'abord attirer les meilleurs profils. Alors, quand on dit attirer, justement, cette histoire d'image de marque employeur, ça veut dire être un employeur de choix. Ça veut dire que on travaille l'image de la politique ressources humaines qui est déployée par l'entreprise et qui nous donne la possibilité de pouvoir assurer vraiment une image attractive pour les nouveaux salariés ou les nouveaux candidats qui souhaitent intégrer l'entreprise. Alors ensuite, quand on attire des salariés, il faut savoir les retenir. Donc, il ne suffit pas de les attirer, oui, très bien. Maintenant, quand ils viennent chez nous, il faut les garder. Il ne faut pas que quand ils viennent, après, ils se sentent rapidement démotivés ou bien déçus. Il faut quand même mettre en place des politiques pour pouvoir fidéliser et faire de la rétention du personnel à travers, bien sûr, plein d'actions à mener en termes de politique de motivation, de promotion, de gestion de carrière, etc. Troisième point, les motiver. Alors, pour les motiver également, ça va dans le sens de la rétention. Donc, la motivation, elle passe par plusieurs pas, pas rien que le salaire, bien sûr. Il y a aussi tout ce qui est promotion, tout ce qui est considération, valorisation. Et quatrième point, c'est de les développer. Alors, quand on dit développer, ça veut dire que développer leurs compétences, justement, garantir leur employabilité, leur permettre d'évoluer au sein de l'entreprise. En fait, l'entreprise, elle doit arrêter d'être dans une optique de consommation des compétences. Parce que la plupart des entreprises, elles font beaucoup plus consommer que produire des compétences.
Et donc, du coup, elles ne s'investissent pas en termes de capital immatériel, elles ne mettent pas en place des actions de formation et elles s'arrêtent au niveau de la consommation des compétences qu'elle a. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épuise son capital, compétences et connaissances et par la suite, il y a un dépassement total, c'est-à-dire on n'arrive plus à suivre et être à jour des exigibilités du marché, des exigences du marché et de son environnement concurrentiel. Et donc, elle doit toujours garantir aux employés de pouvoir évoluer et de se développer. Alors ça, ce sont les objectifs explicites. Les objectifs implicites maintenant. Alors, quand on dit les objectifs implicites, ce sont également les objectifs du responsable ressources humaines, mais ce sont des objectifs indirects. Alors, indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des objectifs qu'on ne voit pas directement liés à la fonction, mais qui sont indirectement liés à la fonction et dont le responsable RH, il est indirectement responsable. On a le premier point, c'est la productivité. Alors, c'est quoi la productivité? Qu'est-ce qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est que la productivité? C'est quoi la productivité? Non, c'est pas la rentabilité. Sinon, j'aurais pu dire la rentabilité. C'est quoi la productivité? Le Mesurer résultat. le degré de contribution. Le rendement, contribution. Bon, en fait, ça se calcule. Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Alors oui, elle a une liaison avec la valeur ajoutée. La productivité, c'est un ratio divisant la production par l'un facteur de... Tout à fait, tout simplement. Il faut être scientifique. Quand vous répondez, il faut être scientifique. La productivité, tout c'est-à-dire tout ce qu'on a produit par rapport à un facteur de production. Et essentiellement, si on va mettre la production par rapport à l'effectif, c'est-à-dire l'effectif qui a été déployé pour assurer cette production, ça nous donne quel est le degré de création de valeur ajoutée et quel est le degré d'optimisation du facteur de production pour assurer justement cette valeur ajoutée. Et donc, la productivité, c'est justement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir une meilleure optimisation des effectifs. Il ne faut pas qu'on ait, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice en matière d'analyse financière, quand on voit la quantité produite par rapport à la quantité en termes d'heures et de travail investi et par rapport à la quantité du personnel qui a été engagé dans cette production-là, ben, automatiquement, ça nous renseigne si on est productif ou pas, si on dégage la valeur ajoutée ou pas. À quoi ça sert de produire autant et de consommer autant en termes de facteurs de production? Donc, on n'est pas productif du tout. À ce moment-là, la valeur ajoutée est égale à zéro, voire même elle est inférieure à zéro. Des fois, c'est des dégâts. Donc, pour qu'on puisse dégager la valeur ajoutée, il faut absolument que la production qui a été mise en place soit largement supérieure à la consommation en termes de facteurs et donc en termes, bien sûr, de ressources, mais également, spécialement, en termes d'effectifs des ressources humaines qui a été déployée. Sinon, vous savez que quand vous calculez tout simplement, je vais vous le faire d'une manière vraiment scientifique. Quand vous faites votre état des soldes de gestion en analyse financière, ou bien ce qu'on appelle état des soldes intermédiaires de gestion, quand vous voulez calculer la valeur ajoutée, qu'est-ce que vous faites? Production moins consommation intermédiaire, ça nous donne la valeur ajoutée. Très bien, jusque-là, c'est bon. Maintenant, pour qu'on puisse dégager le BE, l'excédent brut d'exploitation, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la valeur ajoutée, on va retrancher quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'on retranche de la valeur ajoutée pour dégager le BE ou l'IBE? Ça dépend du résultat que nous allons obtenir et de la rentabilité économique de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Charge de personnel. Les charges de Voilà. personnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur ajoutée, on retranche les charges du personnel, ou ce qu'on appelle les charges Impôts et sociales, taxes. et on retrouve les impôts et taxes. Voilà. Alors, les impôts et taxes, vous savez, on ne paie à l'État que ce qu'on doit à l'État. Donc, l'impôt et taxes, à la rigueur, c'est variable, c'est pas un incident. Par rapport à la valeur ajoutée, qu'est-ce qui influe le plus? C'est les charges sociales, c'est les charges du personnel. Du coup, on dégage une très bonne valeur ajoutée. Si on a des frais de personnel, des charges sociales très importantes, elles vont nous bouffer la valeur ajoutée. Et du coup, au lieu de dégager un EBE, on risque de dégager un IBE. Au lieu de parler d'excédent
de trésorerie, on va parler d'une insuffisance brute d'exploitation et donc d'une insuffisance de trésorerie. Du coup, cette histoire de productivité, elle est très, très importante. Vous voyez un peu en plus profond pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on interpelle le responsable ressources humaines sur des aspects économiques de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui on commence à parler de business partner. Pourquoi aujourd'hui on intègre une dimension financière, économique et de rentabilité et de valeur ajoutée pour un responsable ressources humaines et sur lequel il devient totalement responsable. Voilà la productivité, juste pour vous le rapprocher en plus clair, hein? Donc pour que vous voyez ça d'une manière scientifique. Deuxième point dans les objectifs implicites, c'est la qualité de vie au travail. Donc c'est l'environnement du travail, c'est les conditions de travail, c'est l'hygiène, c'est la sécurité. En fait, c'est tous les aspects qu'il faut prendre en considération. Oui, tout à fait, Yessine, c'est l'utilisation rationnelle du personnel, tout à fait. Oui, le sentiment de bien-être au travail, tout à fait. Par rapport à la qualité de vie au travail, oui, c'est le sentiment du bien-être. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des entreprises qui sont allées très loin dans ce concept. Ils ont même innové et ils ont mis en place ce qu'on appelle Chief Happiness ou bien Happiness Officer, c'est-à-dire on commence à avoir un responsable du bonheur dans l'entreprise. Bon, c'est un peu trop dire le bonheur dans l'entreprise, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui veille sur la qualité de vie au travail, qui veille sur les conditions de vie au travail et qui devient très, très important. Vous savez très bien que tout ce qu'on fait maintenant pour l'entreprise, ce n'est pas pour les beaux yeux des salariés, c'est clair. Toute cette vie, ce bonheur recherché pour les salariés au niveau de l'entreprise, ce n'est pas ça. On le fait tout simplement parce qu'aujourd'hui, un salarié qui n'est pas satisfait, un salarié qui n'est pas motivé, un salarié qui n'est pas à l'aise avec les conditions de travail, un salarié qui n'a pas le minimum en termes d'hygiène et de sécurité au travail, eh bien, tout simplement, il ne sera pas un salarié productif, il ne sera pas rentable, il ne va pas donner des résultats et donc tout de suite, ça retentit sur qui? Ça va faire baisser la performance de l'entreprise et quand la performance baisse, ça va baisser les résultats de l'entreprise et automatiquement, ça va baisser la rentabilité de l'entreprise et ça va baisser le bénéfice et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est vraiment complètement lié. Ce n'est pas vraiment parce que ce salarié, il a des beaux yeux qu'on va s'investir pour mettre en place tout ça, ou bien parce qu'on a peur du salarié, c'est pour ça qu'on va mettre en place toutes ces conditions-là, mais parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas le choix. Il faut absolument qu'elle mette en place tout ce qu'il faut comme conditions de vie au travail pour que les salariés puissent assurer une meilleure performance, puissent avoir une meilleure motivation, puissent être impliqués dans les meilleures conditions au niveau de leur travail et permettre bien sûr d'optimiser justement les ressources humaines et de réaliser une meilleure productivité. Bien. Alors, ensuite, nous avons le respect du cadre juridique. Alors, quand on parle du cadre juridique, bien sûr, tout de suite, ça doit vous renvoyer vers la législation du travail. Vous savez que nous avons un code de travail qui doit être respecté. Il y a ce qu'on appelle le salaire minimum garantie nécessaire qu'il faut donner aux salariés au niveau de l'entreprise. Il y a une législation de travail qu'il faut absolument respecter et il y a des dispositifs juridiques qu'il faut prendre en considération quand on recrute un salarié. Il y a un contrat, il y a des périodes de congés payées, il y a plein de conditions et là, je vous renvoie à l'aspect relatif au droit du travail qui est très important au niveau d'une entreprise et spécialement au niveau de la fonction ressources humaines. Alors, on passe maintenant au troisième type d'objectifs et qui sont les objectifs à long terme. Toujours, hein, c'est des objectifs liés à la responsabilité du responsable ressources humaines, même d'une manière indirecte ou implicite, mais qui font partie un peu de ses responsabilités auxquelles il contribue. Oui, alors s'assurer du bon respect de la loi, bien entendu, impératif pour éviter tout risque juridique, tout à fait, qui risque de peser, tout à fait, parce que si jamais les salariés, par exemple, ne sont pas déclarés à la CNSS, si jamais il y a un recrutement qui a été fait sans contrat, etc., s'il y a eu un abus, par exemple, en termes de licenciement abusif, etc., ça risque bien sûr de nuire à l'image de marque de l'employeur. Alors, pour les objectifs à long terme, nous avons, premier point, c'est d'abord l'objectif de survie, hein, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise, personne ne va parler de rentabilité, on va parler beaucoup plus de survie.
C'est-à-dire, on doit garantir la pérennité de l'entreprise, qu'elle continue à vivre, qu'elle continue à exister. Ça, c'est le premier souci. Après, quand on garantit notre survie, c'est clair, on va pas survivre juste comme ça pour survivre, on a besoin d'être rentable. Une entreprise, quand elle met de l'argent, c'est d'abord pour récupérer son argent, mais pour dégager des bénéfices parce qu'elle doit rémunérer ses actionnaires qui se sont investis et il doit rémunérer le capital qu'elle a mis en place. Et donc, il y a le souci de rentabilité. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure d'une manière claire, même sur un état financier qui est celui de l'état de solde de gestion, comment on calcule la rentabilité économique de l'entreprise et comment les charges sociales et du personnel influencent d'une manière directe sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Et croyez-moi, la rentabilité économique de l'entreprise, c'est l'indicateur financier le plus fiable en matière d'analyse de rentabilité d'une entreprise. Parce que quand on parle de la rentabilité financière, elle est entachée par les aspects relatifs aux intérêts, aux emprunts, au crédit de l'entreprise, ce qui n'est pas très fiable. Il y a aussi le résultat net. Le résultat net, il est entaché également par le résultat non courant, parce qu'il se peut qu'à un titre exceptionnel, nous avons pu dégager je ne sais pas moi, une ressource exceptionnelle ou bien un produit exceptionnel et ça nous a donné un résultat net avec un bénéfice intéressant. C'est pas ça la rentabilité. La vraie rentabilité, c'est la rentabilité économique qui est dégagée au moment de l'état de solde de gestion et qui nous permet de dégager la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Donc, la rentabilité économique, elle est complètement liée à cet aspect relatif à la gestion et à l'optimisation des ressources humaines. Troisième point, c'est la compétitivité. Alors là également, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, l'élément humain aujourd'hui, dans un contexte de concurrence acharnée internationale, dans un contexte de mondialisation, il reste le seul atout concurrentiel d'une entreprise parce que les produits sont les mêmes partout dans le monde. Les prix sont les mêmes. La qualité, c'est une exigence du marché. Qu'est-ce qui reste comme point distinctif? C'est essentiellement l'élément humain. Et le dernier point très important, et c'est le point avec lequel nous avons commencé la première fois quand je vous ai fait les deux citations, c'est l'adaptabilité. Et donc l'adaptabilité par rapport à quoi? Qui est-ce qui pourrait me dire? Par rapport à la citation que nous avons vue en premier point pour le cours de cette semaine, la semaine dernière, pardon. On s'adapte par rapport à quoi? La capacité, l'adaptabilité par rapport à quoi? Au changement, tout à fait. Oui, Zineb, c'est au changement. Tout à fait. Donc, il faut qu'on développe cette capacité d'adaptabilité par rapport à l'environnement, tout à fait, par rapport au changement. Parce que, vous le savez très bien, nous sommes dans un environnement qui est complètement chaotique. Alors, chaotique, je vais vous l'écrire. Chaotique. Chaotique, ça veut dire quoi? D'ailleurs, il y a même des théories qui ont été développées, ce qu'on appelle la théorie des chaos. Chaotique, ça veut dire que incertain, c'est-à-dire on est dans l'incertitude totale. On n'arrive plus à doser les paramètres de l'environnement. Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'est une autre chose. Et les économies sont devenues tellement interdépendantes que quand il y a un problème qui arrive ici, ça vous l'avez senti, l'origine, rien que du Covid, on revient tout le temps à cet exemple parce que c'est l'exemple le plus présent aujourd'hui, ça a démarré où? C'était en Chine, c'est dans l'autre bout du monde par rapport au Maroc. Et pourtant, nous en avons reçu un sacré coup. Donc, du coup, on doit développer cette adaptabilité. La responsabilité d'un responsable ressources humaines, c'est de bien préparer les soldats de guerre. Les soldats de guerre, c'est qui? C'est les salariés. C'est bien d'avoir des généraux, des responsables, mais il faut aussi avoir les bons soldats pour la guerre. Et ces soldats devraient avoir quoi? C'est justement cette capacité d'adaptabilité, c'est-à-dire de s'adapter en fonction des situations, en fonction de l'environnement, en fonction de tous les événements qui peuvent arriver au niveau de l'entreprise. Et c'est ce qui leur permet de pouvoir tout de suite basculer, d'agir et de pouvoir garantir la marche de l'entreprise. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là avant de clôturer par un dernier chapitre? Un dernier point, pardon, de ce chapitre. OK. Alors, on va aller pour la synthèse globale relative
à ce chapitre et comme ça, on aura terminé avec tout ce qui est contexte, environnement, mise en place de la fonction dans son ensemble. Et donc, je vous ai fait une petite synthèse. Cette synthèse, elle est très intéressante pour vous. Ça vous permet de schématiser un peu pratiquement tous les chapitres que nous serons amenés à voir et en même temps toutes les fonctions ou les sous-fonctions de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Et donc, vous avez ici, premier point, on l'a vu tout à l'heure, il s'agit, un responsable ressources humaines devrait d'abord attirer les meilleurs profils pour l'entreprise. Pourquoi attirer les meilleurs profils? Parce que si on ramène des profils catastrophiques, si on ramène des profils non qualifiés, si on ramène des profils qui ne sont pas compétents, c'est le premier point d'entrée des problèmes à l'entreprise. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut en termes de ressources humaines, en termes du personnel et de qualification, tout de suite, c'est des problèmes. Tout de suite. Donc, d'ailleurs, le premier point de souci dans une entreprise, c'est les ressources humaines que nous recrutons. Donc, premier point, c'est d'attirer les meilleurs profils. À travers quoi? À travers une bonne politique ressources humaines, à travers un bon recrutement et à travers le développement d'une marque employeur. Voilà. Deuxième point, c'est de le retenir. Alors, quand on parle de retenir, est-ce que vous voyez l'écran? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont un problème d'écran. Alors, retenir, c'est la politique de rémunération. Bon, est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous arrivez à voir maintenant? Oui, madame. Très Oui, bien. maintenant, c'est bon, madame. Alors retenir, c'est la rémunération, c'est une bonne politique de rémunération, une bonne politique de gestion de carrière. Et puis, développer à travers quoi? Développer à travers la formation, à travers l'évaluation des performances en continu du personnel, à travers la promotion interne, à travers la mise en place des politiques de redéploiement, de reconversion du personnel. Alors, tout ça sera amené à voir beaucoup plus tard dans d'autres chapitres. Et puis, motiver à travers, bien sûr, une bonne rémunération, mais spécialement de la valorisation. Parce que tout ne va pas par le salaire. Il y a aussi la reconnaissance morale, il y a aussi la valorisation, il y a aussi l'évolution de chacun au niveau d'une entreprise. Vous savez que les gens, oui, ont besoin d'argent, mais ont besoin aussi de la reconnaissance, de l'estime. Et ça, je vous renvoie un peu à la pyramide de Maslow pour que vous puissiez le voir. Et puis, ça nous ramène vers faire quoi? Ça nous ramène vers une bonne gestion des ressources humaines avec un tableau de bord, bien sûr, ressources humaines, et ça nous ramène à une bonne optimisation des ressources humaines, de la fonction ressources humaines, et par-delà à une meilleure adaptation aux gestions du changement et une meilleure adéquation post-profit au niveau de l'organisation. Voilà un peu, en gros, par rapport à ce qu'on devait voir aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais aller, en fait, parce que sur l'écran, quand on veut présenter en même temps, voir votre chat, ça part, vous n'arrivez pas à voir la présentation. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je suis à votre disposition pour quelques questions si vous en avez. Et en clôture pour aujourd'hui, notre prochaine séance, Inch'Allah, ce sera ce vendredi à 10h15. Même si on informait tous les ensembles qui sont avec moi. Alors, la prochaine séance, ça sera, Inch'Allah, le recrutement. Donc, on va parler un peu en gros du service ressources humaines, mais on va attaquer un deuxième chapitre, c'est le recrutement. Après, je vais vous envoyer aux délégués, je vais envoyer des TD et je vous invite à faire des exercices, des études de cas et de les voyer par la suite pour correction et on va les corriger ici en attente de démarrage des TD effectifs parce que vous aurez une personne qui va assurer avec vous le TD. Très bien, merci pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et à vendredi, Inch'Allah. Merci à vous. Passez une bonne journée, madame. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Merci, Au madame. revoir. Merci à vous, madame. Merci pour votre éclairage. Au revoir.
Merci, madame.